Bonjour, devant les grands médias français enfin attentifs, l'histoire bascule en Tunisie. Alors que l'avenir du régime de Ben Ali, à l'heure où nous enregistrons cette émission, semble sur le fil du rasoir, nous allons revenir sur un mois de soulèvement tunisien et la manière dont les médias l'ont traité ou d'ailleurs ne l'ont pas traité. Et évidemment, on parlera aussi du rôle joué par Internet. Vous êtes président du mouvement Birsa, qui est un mouvement de jeunes Tunisiens opposants. Moi, je ne dis pas que Ben Ali doit partir, parce que en tant que citoyen et jeune Tunisien, je crois que les cartes doivent être mises dans les mains du peuple tunisien. Et il n'y a pas d'appel à faire au président Ben Ali pour lui dire qu'il faut qu'il parte ou qu'il faut qu'il ne parte pas. Je crois qu'il, depuis 23 ans, il a été sourd à toutes les demandes du peuple, et je suis absolument persuadé, même aux demandes de ses conseillers ou de gens qui étaient assez raisonnables pour lui demander de partir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner la souveraineté au peuple. Il faut vraiment remettre les cartes dans les mains du peuple. Au-delà de la formule, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser quoi? Une élection présidentielle, des législatives? Faut faire un référendum? Faut faire quoi? Redonner la parole au peuple? C'est-à-dire que là, on est dans une position. Ben Ali est un boxeur qui a été un tout petit peu surpris, oui, qui est dans les cordes et qui est sonné. Bon. Et comme tout boxeur, il cherche à gagner un tout petit peu de temps, et il nous refait exactement comme vous avez dit. Et vous le lui accordez alors? Ah non, absolument pas. Ah non. Nous, on n'appelle pas Ben Ali à partir, oui, on appelle le peuple, et dont je fais partie, à chasser le président Ben Ali. Ah, c'est vraiment très différent. D'accord, absolument différent. Non, c'est plus clair comme ça. Oui, mais non, je vous avais mal compris au début. Voilà, c'est-à-dire que il y a rien à demander à un tyran. Il faut demander à un peuple. Quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, je pense qu'il faut parler, si vous voulez, de façon à faire un vrai contrat social. Si vous me permettez, d'un trait, mais c'est vraiment important, c'est que quand Bourguiba est venu en 56, il a fait un contrat social tout seul avec le peuple. C'est-à-dire qu'il a décidé, il a dit je décide tout ça pour les Tunisiens. C'était des mesures progressistes, certes, mais qui n'ont jamais été prises dans la concertation. Ben Ali a fait la même chose avec des leaders de l'opposition ou des gens qui se sont considérés comme étant des leaders de l'opposition. C'est vrai que j'ai entendu que certains partis d'opposition avaient rencontré Ben Ali ou iront le voir. Alors, je pense qu'on peut le mettre au conditionnel, mais en tout cas, si c'est le cas, moi je peux m'étonner que les mêmes personnes qui sont parties signer un pacte national avec Ben Ali en 88 reviennent aujourd'hui. Le régime, si vous me permettez de continuer, a censuré, n'a pas hésité à censurer des pages. C'est-à-dire que moi, ma page Facebook est censurée en Tunisie, et dès que vous êtes contre le régime, votre page est censurée. Là où il est très difficile de contrer Facebook. Et c'est pour ça que Facebook a été une révolution en Tunisie. C'est que ma page peut être censurée en Tunisie. Si j'ai un ami expatrié qui peut avoir accès à mon profil et qui voit une vidéo qui est intéressante, il peut la partager, il peut la mettre sur son profil à lui qui n'est pas censuré. Et du coup, des gens de Tunis peuvent voir la vidéo et la partager eux-mêmes. C'est-à-dire, excusez-moi, ce qui était censuré, c'était la consultation de certains comptes Facebook bien choisis en Tunisie, mais en revanche, le compte lui-même n'était pas censuré et vous pouviez continuer à alimenter votre... Le compte est censuré et non piraté, c'est-à-dire qu'il est, comme vous dites, non consultable à partir de la Tunisie. Mais vous pouviez y mettre tout ce que vous vouliez. Absolument. À destination de... Parce que, vous savez, on a eu tendance, nous, Tunisiens, je vais vous donner le point de vue tunisien, à beaucoup attendre de la presse française. C'est-à-dire que quand on parle entre amis en Tunisie, alors est-ce que Le Monde a fait quelque chose sur ce qui se passe en Tunisie? Est-ce que Libé a fait quelque chose? Est-ce qu'on en a parlé à la télé? Et il y avait ce sentiment, un genre de fatalisme qui voulait dire qu'on peut nous rien faire sur place et que les médias français et étrangers, et surtout français, se chargeront de communiquer sur ce qui se passe chez nous. Et là où moi je vois une vraie révolution, plus qu'une révolution médiatique, mais une révolution journalistique et démocratique, c'est que les gens ont pris leur smartphone, ont pris leur portable et ont commencé à faire du journalisme citoyen. D'abord parce que les journalistes tunisiens ont essayé de faire leur travail, mais vous connaissez les conditions dans lesquelles ils essayent d'exercer leur profession, mais chaque citoyen est devenu en Tunisie un journaliste et un relais à la fois pour les journalistes tunisiens et à la fois pour les journalistes français. Donc, quelque part, merci les médias français pour ce retard à l'allumage, quoi. Presque merci, et vous voyez que les premières images qui sont arrivées sont des images qui ont été prises par des citoyens tunisiens. Et en cela, c'est une révolution participative. Si les envoyés spéciaux soient sur place, il n'y avait que des images, effectivement, amateurs qui... Il faut pas se leurrer, c'est une vraie révolte du peuple.
C'est une vraie révolte du peuple. Et pour rebondir, si vous me permettez de répondre peut-être un tout petit peu tardivement à votre question, pourquoi il y a eu un traitement médiatique tardif, c'est aussi parce que les politiques de l'opposition, et y compris ceux qui étaient en France, n'ont pas d'abord été à l'origine de ce qui se passait, mais ont pensé que ça allait se terminer et n'ont pas canalisé le mouvement et n'ont pas pris le mouvement. Les hommes politiques, pour certains, n'ont pas su se positionner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un travail. Ils n'ont pas fait un travail d'homme politique, c'est-à-dire qu'ils ont fait un travail de défenseur des droits de l'homme. Or, il y a des organisations des droits de l'homme, il y a la FIDH, il y a Amnesty, il y a des gens, il y a la Ligue tunisienne des droits de l'homme, pardon, dont le travail est justement de dénoncer les actes attentatoires à la liberté, à la dignité, les actes de torture. Excusez-moi, un travail de défenseur des droits de l'homme, c'est pas un travail politique ? La politique ne se résume pas à la défense des droits de l'homme. Certes, mais ça en fait pas partie. Ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui a manqué alors ? Quand vous faites de la politique, il a manqué un leadership. Un leadership vous intéresse sur sur la position des autorités françaises. Vous savez, enfin, j'aime bien le rappeler, on a eu notre indépendance un 20 mars 1956, et depuis cette date-là, on est un État, en principe, souverain. Et quand j'entends des amis français ou tunisiens me dire, mais est-ce que tu n'es pas choqué par le silence des autorités françaises ? Je dis non, puisque en quelle qualité les autorités françaises se prononceraient sur la Tunisie ? Moi, j'y crois à notre révolution citoyenne, sincèrement et profondément. Au titre de la communauté internationale et au titre des conventions signées par la Tunisie. Non, il y a un aspect sur lequel, moi, j'insiste. Je comprends très bien que la Tunisie est souveraine et qu'elle ne demande pas. Et les Tunisiens l'ont prouvé qu'ils sont très capables de faire leur propre révolution sans l'assistance de la France. Et des médias français, comme vous disiez. Et des médias français, vous l'avez dit. Mais cela dit, il y a une communauté internationale. Il y a des conventions que nous avons signées. Il faut le respect de ces conventions. Alors, est-ce qu'on peut laisser le jeune homme finir ? Oui, très bien. Si vous me permettez, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'en Tunisie, on a vraiment besoin d'une révolution. Alors je sais que le terme est fort, mais c'est aussi une révolution des consciences, une révolution citoyenne qui est menée par les citoyens. On a besoin d'un mythe collectif fondateur. Et pour avoir si vous voulez, cette fondation d'une nouvelle République tunisienne, je crois qu'on a réussi à organiser nos propres émeutes, nos propres manifestations, notre propre couverture médiatique. Je ne suis pas absolument persuadé qu'on ait besoin de la communauté internationale. Alors, vous êtes dans votre rôle de la présidente de la FIDH. C'est pas un rôle. Hein. Non, mais dans votre rôle, dans cette position, mais bien entendu. Moi, ça aide en général. Bien entendu. La communauté internationale. Je sais. Mais, c'est-à-dire, avant d'attendre qu'on fasse les choses pour nous, faisons-les nous-mêmes. Et puis, pour vous répondre sur la question de l'armée, il y a eu un moment où beaucoup de Tunisiens ont appelé l'armée à prendre le pouvoir pour le peuple. Et si vous voulez, moi je suis totalement opposé à cette idée, parce qu'on a toujours attendu en Tunisie un homme providentiel, un nouveau prophète. Il faut bien entendu que l'armée se range du côté du peuple, comme les forces de l'ordre. Mais ce n'est pas l'armée qui doit prendre le pouvoir, c'est le peuple. Alors, avec l'armée peut-être à la droite et les forces de police à gauche, parce que l'armée est aussi composée de citoyens. Mais vraiment, si vous voulez, je crois profondément qu'on doit compter sur personne.